Merci pour cette introduction. Est-ce que tout le monde m'entend bien? On est une petite salle, ça devrait, je pense que ça devrait aller. Avant de commencer, donc il est 8h30, on va rester ensemble, je pense, une petite heure. Il y aura des échanges. L'objectif, c'est que ce soit le plus interactif possible, étant donné qu'on est un petit groupe aujourd'hui. Avant de commencer, vous avez logiquement reçu un questionnaire lors de l'inscription. J'ai reçu, je pense, une dizaine de réponses, donc il y a probablement des éléments manquants. L'objectif pour moi, c'est d'avoir vos cas d'usage et de savoir un petit peu comment est-ce que vous souhaitez utiliser Claude ou comment vous l'utilisez aujourd'hui. Moi, je vais recevoir toutes les réponses directement sur mon téléphone et ça me permettra du coup d'adapter la conférence. Il y a également un deuxième micro, donc s'il y a des questions, je pense que je vous ferai passer le micro. En attendant, étant donné qu'il y a une bonne partie d'entre vous, hop, je vous laisse scanner si vous le souhaitez. Voilà, pour ceux qui ont déjà répondu au questionnaire, hop, j'ai une question pour vous. Quelle est aujourd'hui l'IA que vous utilisez le plus dans votre quotidien? Claude? Ok. Po- Copilote, Gemini. Pourquoi Claude? Ouais. Claude Code. Ok. Il y a des développeurs dans la salle? Quelques-uns. Ok. Ceux qui utilisent Gemini, pourquoi est-ce que vous utilisez Gemini? J'ai entendu quelques réponses. Personne n'utilise Gemini? Un petit peu? Ouais. Ok. Vous avez du coup l'espace Workspace, donc du coup vous utilisez toutes les. Ok. Ok. D'autres utilisateurs de Gemini? Ouais. Client entreprise aussi, d'accord. Ouais, c'est vrai. Euh, Notebook LM. D'autres utilisateurs de Notebook LM? Un petit peu. Ok. Ok. C'est marrant parce qu'il n'y a personne qui m'a dit ChatGPT. Un petit peu. Ouais. Ceux qui utilisent ChatGPT, pourquoi ChatGPT? Mhm. Ok. Donc rédaction de mail, reformulation, ce genre de choses. Ouais. Ok. D'autres personnes qui utilisent, oui, il y a un micro qui va passer pour que tout le monde puisse, Pour qu'on ce sera vous peut-être plus entende bien. simple, ouais. D'autres personnes qui utilisent ChatGPT, devant il y avait, ouais, sur la droite de là-bas. En fait, j'utilise ChatGPT et Claude et je les fais débattre. Et alors? Ben, c'est intéressant. Ouais. Et donc, je m'immisce dans les débats et j'arrive à des choses assez intéressantes. Quel est le meilleur selon vous? Ouais, il n'y a pas de meilleur. Ils ont des approches, je trouve, Claude plus structurées. Ouais. ChatGPT plus innovant, mais parfois il dérape. Ouais. Et donc, l'autre le recentre. C'est amusant. Ok. Enfin, Une amusant, dernière, intéressant. oui, devant, une dernière utilisation de ChatGPT peut-être? Ben, en fait, moi, je ne saurais pas dire laquelle j'utilise le plus, mais en tout cas, j'utilise Claude pour faire des outils de pilotage, des dashboards, etc. Mhm. Parce qu'il est bien, et de belles infographies. Ouais. Copilote quand il faut travailler dans Microsoft 365, donc pour travailler dans Excel, Word, PowerPoint, et puis surtout le tri de ma boîte mail. Ouais. Et puis ChatGPT pour les photos, et pour travailler sur du visuel, de la photo. Donc c'est les trois en fonction des besoins, en fonction Ok. de mes besoins du moment. Ok. Donc Voilà. aujourd'hui, tout le monde utilise un petit peu les outils principaux pour les différentes utilisations. Ceux qui sont sur Claude, étant donné qu'on va parler de ça aujourd'hui, qui est sur la version payante de Claude? Ok, sur ceux qui ont levé la main, qui utilisent l'espace Cowork notamment, un peu moins, et l'espace Claude Code, il y avait ouais, quelques personnes. Ok, très bien, ça marche. Bon, ça me permet de voir un petit peu. J'ai reçu du coup les réponses, je vais les regarder tout à l'heure. Rapidement pour me présenter, du coup, moi c'est Doug Pinto, donc aujourd'hui j'ai 34 ans.
J'ai créé ma première société à 19 ans, qui était une société de e-commerce. On travaillait notamment avec Shopify, pour ceux qui connaissent. Ensuite, on a créé une agence de communication sur Paris, qu'on a rapidement transformée en logiciel SaaS, pour aider du coup les commerçants, les restaurateurs et les hôteliers à communiquer. Donc c'était juste avant la période Covid. Et dans ce logiciel SaaS, on a intégré de l'IA très rapidement, donc en 2021. Et ensuite, on a vite compris qu'il allait se passer quelque chose au niveau de cette technologie-là. Et donc, du coup, on a commencé à accompagner les sociétés sur l'IA, donc sur de la formation, de l'audit et du conseil, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. En termes de chiffres, on a fait un peu plus d'une centaine de formations et accompagné un peu plus de 1000 personnes sur la formation. Sur les conférences, on a fait un peu plus d'une centaine de conférences. Et aujourd'hui, l'idée, c'est pas forcément de parler de nous, mais plutôt de parler donc de Claude. On a un programme qui est assez chargé. Donc on va faire une petite intro, même si je pense que tout le monde connaît la théorie par rapport à Claude, mais l'idée c'est de se mettre un petit peu d'écart par rapport à ça. On fera quelques comparatifs entre Claude et ChatGPT, les différences qu'il y a entre les outils. Ensuite, on parlera des différents niveaux de l'IA. Donc j'ai déjà pu comprendre qu'il y avait des personnes qui utilisaient l'IA un petit peu comme assistant. Ça, c'est ce que nous on appelle le niveau 1. Et après, on parlera notamment de l'agentique, donc pour nous qui est le dernier niveau au niveau de l'organisation de l'IA. On passera beaucoup de temps sur l'outil, évidemment, donc avec les fonctionnalités qui sont clés. Les automatisations et les connexions, donc notamment avec l'espace Cowork dont on a parlé tout à l'heure. On parlera un petit peu de Cloud Design, je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent. Non. Cloud Design qui permet de faire des présentations, du coup des interfaces et des mock-ups, qui est pour moi aujourd'hui l'un des outils les plus intéressants sur cette partie-là. Et ensuite, il y aura une partie questions-réponses par rapport à tout ça. Donc rapidement, au niveau de la théorie sur Claude, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais pour que vous ayez une idée, ChatGPT aujourd'hui, c'est à peu près 900 millions d'utilisateurs. On est plus proche du milliard d'ailleurs aujourd'hui. Claude, on est sur 50 millions, donc on est encore sur un outil qui est largement en dessous, même si depuis, je pense, le mois de janvier, on en parle beaucoup. Ça reste quand même un outil qui est un peu moins utilisé que ChatGPT. En termes d'historique, pour moi, Claude, l'intérêt aujourd'hui, c'est par rapport à la fenêtre de contexte. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Claude est capable d'aller chercher, enfin, d'aller comprendre beaucoup plus d'informations qu'un ChatGPT ou qu'un Gemini ou qu'un Copilot. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un outil très intéressant. Au niveau de l'historique, ce qui va être intéressant, je pense, à partir de 2024, donc à partir de Claude 3 sur les modèles Opus que vous voyez aujourd'hui sur l'interface, c'est vraiment à partir de ce moment-là où il y a eu un vrai gap qui s'est fait sur l'outil. On en parlera directement dedans. Et donc par rapport au contexte, aujourd'hui, si je vais donner pour prendre un exemple très simple, si je donne la Bible, qui est on va dire quelque chose qui est très conséquent. Si je le donne à un outil classique, il va me comprendre par exemple la première partie de la Bible, donc l'Ancien Testament. Si je le donne à Claude, il va comprendre les deux parties, donc l'Ancien et le Nouveau Testament, pour faire très simple, pour expliquer rapidement ce que c'est la fenêtre de contexte. Aujourd'hui, du coup, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est où est-ce que vous en êtes dans votre utilisation de l'IA. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 niveaux différents. Pour nous, le premier niveau, c'est le niveau stagiaire, donc c'est vraiment l'utiliser comme un assistant aujourd'hui qui est à cette étape dans l'utilisation de l'IA. Ouais. Qu'est-ce que vous faites avec ceux qui ont levé la main? C'est quoi les usages que vous en avez? Des traductions, par exemple, multilangues, des résumés de documents ou des synthèses de plusieurs documents. C'est des choses qui se font facilement. Ouais. Ou des assistants, par exemple, pour poser les bonnes questions sur un ROI, sur un sujet, par exemple. Okay. Ou de l'assistance juridique sur des contrats. Ok. Sur la version gratuite ou sur la version payante? Version payante. Version payante. Ok. D'autres personnes qui sont sur le niveau 1, le niveau stagiaire aujourd'hui? Sur le niveau stagiaire, je ne sais pas si ça correspond aux stagiaires, mais l'analyse d'appels d'offres, ouais. Par exemple, la rédaction de posts LinkedIn, notamment. Ouais. Voilà. Sur ces sujets-là, est-ce qu'il y a déjà une utilisation des skills ou des compétences? Non, mais c'est pour ça que je suis là. Ok.
Qui utilise des skills à main levée aujourd'hui? Ok, un petit peu moins des connecteurs. Un petit peu moins aussi. Ok. Le niveau 2, c'est le niveau employé, donc c'est vraiment utiliser l'IA comme un employé. Donc ça peut être par exemple sur de la rédaction. Pour moi, c'est vraiment entre les deux niveaux, la rédaction des publications LinkedIn, de la prospection. Typiquement, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent aujourd'hui cet outil-là pour faire de la prospection? Ouais, on peut avoir un exemple ou un exemple de workflow sur cette utilisation. Oui, donc moi j'ai une société de conseil en data et en IA, donc pour préparer un rendez-vous avec un client par exemple, je peux lui demander des informations assez basiques sur l'entreprise, sur les activités, les projets en cours, les enjeux, et puis lui demander de me lister quelques cas d'usage sur lesquels il pourrait être intéressé pour que je puisse moi préparer bah, mon speech et avoir les bons arguments. Ok. Et j'utilise aussi à ce niveau-là pour staffer les missions sur lesquelles j'ai des projets en cours. Voilà, je peux par exemple lui demander à une IA parmi ces 10 profils, quelle est la personne ou les 2-3 personnes qui ont les meilleures compétences pour le besoin en question. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Ok. D'autres personnes qui utilisent sur de la prospection, il y a des mains levées devant. Wallaxy, Canbox en lien avec LinkedIn, c'est considéré comme ça? Parce que moi, je Ce l'utilise serait aussi pas de sur cette Claude, façon. c'est un usage de Ouais, la c'est pas sur prospection, Claude. mais c'est pas sur Ouais, Claude. ouais, Mais ouais. aujourd'hui, par exemple, on en parlera tout à l'heure. Nous, on a supprimé l'ensemble de nos outils de prospection pour pouvoir utiliser Claude et le faire directement avec Cowork, notamment dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'on arrive à faire des workflows qui sont similaires à Wallaxy, à Lemlist ou à ce type d'outils. Okay, Nous, progressivement, de notre côté, on est en train de supprimer la majorité des SaaS et des abonnements qu'on a pour justement les remplacer par des workflows sur Claude. Ok. Mais on en parlera dans le détail merci. tout à l'heure. Il y avait une main levée aussi, je pense. Oui. Sur le commerce, tout le workflow en fait d'avant-vente aujourd'hui est entre Claude et Gamma, avec notre CRM qui est branché sur Claude. Ok. Pourquoi Gamma et pas Claude Design? Parce qu'on avait déjà Gamma avant que sorte Claude Avant. Design, donc on avait bien personnalisé. Donc pour l'instant, on est encore dessus. Ok, ça marche. Donc ça, c'est le niveau 2. Le niveau 3, c'est ce que nous, on appelle le niveau cofondateur. Donc on va utiliser l'IA comme un cofondateur ou comme un associé, notamment pour faire du brainstorming. Donc c'est là où c'est intéressant d'utiliser des skills dont je parlerai tout à l'heure et donner le contexte de l'entreprise, justement pour avoir le maximum d'informations pertinentes. Et enfin, le dernier niveau, c'est le niveau 4, c'est l'organisation IA, notamment avec de l'agentique et les agents IA, les fameux agents IA et les workflows qu'on peut faire aujourd'hui du coup sur Claude Cowork. Ça, vous m'avez déjà un petit peu répondu à cette question-là. Donc aujourd'hui, là, ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est l'utilisation du chat, qui est, je pense, l'utilisation la plus classique et que à peu près tout le monde utilise, je pense. Ensuite, l'utilisation des projets et enfin l'utilisation des skills. Donc je vais vous partager mon écran et on va directement aller sur l'outil. Vous avez logiquement la même chose sur votre téléphone si vous voulez le faire en même temps, sauf sur la personnalisation. La personnalisation, ce sera uniquement sur les outils desktop et navigateur. Mais au niveau de la présentation, c'est exactement la même chose. Rapidement, au niveau de l'interface, est-ce que tout le monde a déjà vu cette interface? Pas en mode desktop, ouais. Aujourd'hui, il y a une vraie différence, c'est important. Il y a une vraie différence en mode desktop et en mode navigateur. Si vous voulez utiliser Claude sur la partie payante, partez directement sur la partie desktop plutôt que la partie navigateur. Je vais vous montrer la différence. Hop. Là, on est sur la partie desktop du coup. Donc desktop, j'ai bien l'application qui est en bas de mon écran. Sur Mac et sur Windows, c'est exactement la même chose. Si je suis sur la partie navigateur, hop, je vais avoir cette interface. Est-ce que vous voyez une différence? Il n'y a pas Cowork et il n'y a pas Claude Code. Sauf que pour moi, le plus intéressant dans Claude, c'est Cowork et c'est Claude Code. Donc allez à chaque fois sur la partie desktop. Je vois qu'il y a des sourcils foncés. C'est pas clair. C'est pas clair. Sur la partie navigateur, du coup, en haut, vous n'avez pas Cowork et vous n'avez pas Claude Code. Si je reviens sur la partie desktop, ici, j'ai Cowork ici et Claude Code.
Donc, oui. Non. Sur la partie téléphone, il n'y a que le chat aujourd'hui. Il y a Dispatch, on en parlera, Dispatch qui permet du coup de contrôler Claude depuis son téléphone, notamment pour la partie automatisation, on en parlera tout à l'heure. Alors, donc du coup, je vous recommande d'aller sur la partie desktop que vous allez avoir ici. Donc on aura la partie chat qui est ici. On est quasiment, pour ceux qui ont déjà utilisé ChatGPT, Gemini ou les autres outils, c'est quasiment la même interface. On aura ici du coup la zone de prompting, ici la possibilité d'ajouter des pièces jointes, des connecteurs et des compétences. Ici le mode incognito, donc le mode qui permet d'être en navigation privée, si je peux dire ça comme ça, et les l'historique de navigation que vous avez sur la gauche de l'écran. La première chose à faire, c'est la personnalisation sur tous les outils, hein, que ce soit Claude ou ChatGPT. La première chose à faire, c'est la personnalisation. Il y a une partie personnalisation dans les paramètres que vous allez avoir ici, où vous pouvez lui donner déjà des premières instructions. Ça, c'est des instructions généralistes. Moi, la plupart du temps, je ne vais pas l'utiliser parce que derrière, j'ai des skills et des compétences. Il y a une question? Non, c'est bon. Donc une première partie de personnalisation, et ensuite vous avez la deuxième partie qui est ici, qui est la première partie sur laquelle elle est, et vous allez avoir les compétences et les connecteurs. Si je parle de skill aujourd'hui, c'est les compétences, c'est la même chose. Donc sur mes compétences, l'objectif c'est d'avoir des assistants IA qui vont répondre à une problématique en particulier. Pour ceux qui sont sur ChatGPT, est-ce que vous avez des GPT? Alors c'est quasiment la même chose. Les GPT sur ChatGPT et les skills sur Claude, c'est quasiment la même chose. Ça fonctionne pas tout à fait de la même manière. Pour moi, c'est optimisé sur Claude. Je vais vous montrer pourquoi. Hop, si je reviens donc sur ici sur ChatGPT. Je vais avoir du coup mes GPT. Donc moi j'ai commencé sur ChatGPT, je pense comme beaucoup de monde, sur lequel j'avais rédigé donc une vingtaine de GPT que j'ai ici. Donc des GPT pour aller faire des prompts, pour aller répondre à des appels d'offres. Ça c'est un cas client, une partie nutritionniste, cahier des charges, prospection. Enfin tous les cas classiques. Je pense qu'aujourd'hui les gens utilisent quand ils font de l'IA. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ou qui ont besoin d'un rappel justement sur les GPT? Non, c'est bon pour tout le monde? Okay. Donc j'ai ces différents GPT sur ChatGPT, et sur Claude, je vais avoir donc mes compétences ou mes skills qui sont ici. Donc là aujourd'hui j'en ai une vingtaine, on va dire. J'ai des skills par exemple pour faire des audits du UX. Donc nous on fait des interfaces et des solutions métiers pour nos clients. Donc on a besoin d'automatiser la partie audit de l'UX, donc on va l'utiliser de cette manière-là. Là aujourd'hui on travaille avec beaucoup de sociétés du bâtiment, donc faire des déboursés de chantier, des analyses de plans, de la facturation, des devis, des choses assez classiques. Qu'est-ce qui va être intéressant? Des témoignages sur LinkedIn, des comptes rendus de rendez-vous, des rapports d'audit, des rédactions de publications LinkedIn, comme on l'a vu tout à l'heure. Et la différence entre les GPT et entre les skills, c'est que sur les GPT, à chaque fois, je vais devoir aller cliquer sur mon GPT pour pouvoir, par exemple, lui demander de la rédaction d'une publication LinkedIn. Donc si, par exemple, je suis sur ChatGPT, je veux avoir une publication LinkedIn, je vais aller sur mon GPT, ou sur n'importe quel GPT, je vais cliquer dessus, et donc après je vais devoir faire la démarche, après lui poser ma question dans ce chat-là, dans cet assistant. La différence avec les skills, c'est que, hop, si je reviens ici, je peux tout gérer depuis cette interface principale. Donc si je lui demande de me créer une publication LinkedIn, il va activer automatiquement le skill de publication LinkedIn. Et c'est là où c'est beaucoup plus intéressant à mon sens que ChatGPT, c'est qu'il va savoir automatiquement via un espèce de routeur, en fonction du prompt qu'on va lui donner, qui doit par exemple rédiger une publication LinkedIn. Ouais. Alors très bonne question. Comment est-ce qu'on fait pour créer un Comment on fait pour créer un skill? Comment est-ce qu'on fait pour créer un skill? Donc on va sur personnaliser. Encore une fois, on reste sur la version desktop ou navigateur. Sur le téléphone, on ne peut pas le faire directement. On va sur personnaliser, on va sur compétences, et là, on a le petit plus pour pouvoir créer sa compétence. Et là, j'ai créé la compétence. J'ai la possibilité de créer avec Claude, rédiger les instructions ou téléverser une compétence. Ouais.
il y a le micro pour. Ouais. Merci. Est-ce que les skills qui sont présentés ici dans cette interface de paramétrage, c'est les mêmes que les skills qu'on peut avoir dans Cloud Code et qu'on peut télécharger depuis un skills.sh par exemple, ce genre de choses? C'est pareil, c'est du Markdown en fait. C'est du Markdown, ouais. Au niveau du format des skills, donc c'est ce qu'on appelle du Markdown, c'est du .md. Vous avez la possibilité donc de demander à Claude de vous créer vos skills, et donc il va vous créer un fichier qui sera un skill.md, c'est du Markdown, donc c'est du texte tout simplement. C'est ce qu'on va retrouver sur le côté de l'écran. Et c'est exactement la même chose qu'on retrouve dans Cloud Code. Donc du coup, pour créer un skill, plusieurs possibilités. Le créer directement avec Claude ou de rédiger directement les instructions. Je vous propose de vous montrer comment est-ce qu'on fait ici, parce que c'est là où on va vraiment comprendre ce qui se passe derrière. Donc il y a le nom de la compétence, qui est la première chose. Attention, on ne peut pas mettre d'espace. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se butent un petit peu là-dessus. On ne peut pas mettre d'espace, c'est un tiret. Donc si vous mettez un tiret, là vous voyez sur l'exemple, c'est marqué Weekly Status Report. Entre chaque mot, il y a un tiret. Donc s'il n'y a pas d'espace, c'est normal. Il n'y a pas de bug, c'est tout à fait normal. Ensuite, vous allez avoir la description. Donc la description, en soi, elle n'est pas très importante parce que ce n'est pas là où l'outil va aller chercher ses instructions. Ce qui va être le plus important, c'est ce qu'on va retrouver en dessous au niveau des instructions. Et donc là, dans les instructions, ce sera le prompt qui vous permettra donc d'avoir la bonne réponse ou la réponse la plus qualifiée possible. Je pense qu'au niveau des prompts, vous êtes tous plus ou moins aguerris. Enfin, je pense, j'en ai le sentiment. Donc je pense que ça vous choquera pas si je vous dis qu'un prompt, ça ressemble à ça. Ça, typiquement, c'est un prompt. Donc aujourd'hui, nous, on voit sur des profils peut-être un peu plus débutants, des prompts qui font 2-3 lignes. Si on part sur du prompting qui fait 2-3 lignes, ça ne fonctionne pas. Il faut aller à chaque fois travailler sur un prompt qui va faire au moins une page. Après, on n'aime pas trop donner de longueur, mais il faut être très très précis dans le prompt qu'on va lui donner. Je peux vous donner un exemple. La rédaction de publication LinkedIn, est-ce que c'est un sujet qui parle à tout le monde? Je pense que c'est le sujet le plus commun. Donc, si je cherche rédaction... Non, ça c'est prospection. Moi, j'en ai plusieurs. J'ai un skill de prospection sur lequel il y a une rédaction. Donc prospection et rédaction, je vais vous montrer les deux, comme ça vous allez voir la différence. Mais donc sur la rédaction publication LinkedIn, donc là j'ai ma description. Est-ce que tout le monde voit bien au fond? Ouais, ça va. Ma description, donc tu agis comme un community manager expert sur LinkedIn spécialisé en EA. Ton objectif est de rédiger des publications à forte valeur ajoutée. Comme je vous l'ai dit, la description, c'est pas le plus important parce que c'est pas là que l'outil va chercher les informations. Par contre, au niveau de l'instruction du skill, donc ce que je vais avoir, skill community management LinkedIn IA, objectif des publications, apporter un maximum de valeur concrète, donner envie de lire dès les premières lignes, inciter à enregistrer la publication pour la relire plus tard et générer des commentaires. Donc ça, c'est ce qui permet simplement d'avoir donc du reach lors des publications LinkedIn. Ça, je le remets à chaque fois dans les instructions que je vais avoir. Oui. Il y a une question devant Marine. Est-ce qu'il y a une structure particulière à adopter? Sur les prompts, il y a une structure avec la personne, les instructions, etc. Là, c'est la même chose? Oui. Alors, sur les structures des prompts, nous, c'est ce qu'on voit sur un autre format de conférence un peu plus basique qui n'est pas spécialisé sur prompt. Ce qu'on dit, c'est le TROC. Donc, le TROC, c'est tâche, rôle, objectif et contexte. Donc à chaque fois que vous allez faire un prompt, vous pouvez retenir cet acronyme, donc TROC, tâche, rôle, objectif et contexte. À chaque fois, il faut donner la tâche que vous attendez. Donc là, dans ce cas-là, rédiger la publication LinkedIn, par exemple. Le rôle, donc agir en tant que community manager sur LinkedIn. À chaque fois, bien spécifier le rôle que vous attendez d'une IA. L'objectif, donc c'est ce qu'on avait ici, donc l'objectif des publications. Qu'est-ce qu'on attend de la publication? Et ensuite, le contexte. Le contexte, pour le coup, c'est là où on peut vraiment s'amuser en lui donnant le plus d'informations pertinentes possible. Donc là, pardon? Oui, c'est ça. C'est un prompt. Une instruction aujourd'hui, c'est un prompt sur lequel il va falloir du coup suivre cette méthodologie. Mais ce que vous pouvez faire également, vous voyez là tous les skills que je vais avoir ou les compétences que je vais avoir avec les prompts derrière. C'est pas moi qui ai rédigé les prompts, c'est Claude, effectivement.
C'est ce qu'on appelle de l'auto-prompting. Donc aujourd'hui, ce que je vous recommande, c'est de faire en sorte que vos prompts soient créés directement par l'IA. Je vais vous montrer avec CloudChat. Ouais, je vais vous montrer un cas d'usage tout à l'heure. Mais donc, par exemple, pour obtenir ce prompt, vous allez directement dans CloudChat, vous lui demandez de vous faire un prompt pour créer une compétence, et c'est lui qui va organiser la compétence avec la méthodologie TROC dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Ouais. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de la compétence, mais ce qu'il faut bien comprendre, du coup, c'est que derrière chaque compétence, il y a forcément un travail qui peut paraître chronophage au début. Ça peut peut-être faire peur, mais à partir du moment où c'est mis en place, le temps qui est gagné, il est incommensurable aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, moi je vous l'ai dit, j'ai une vingtaine de skills qui fonctionnent. Le temps gagné par jour, je pense qu'on est entre 2 et 3 heures facilement gagné par jour avec l'ensemble des skills que je vais avoir. Est-ce que sur les différentes compétences que vous voyez ici, il y en a une qui vous intéresse peut-être un peu plus? J'ai vu des téléphones, j'ai vu des gens prendre des photos des prompts. On vous enverra les prompts à la fin de la conférence si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent peut-être un peu plus que d'autres? Si je prends, on a compte rendu de rendez-vous, qui est aussi un sujet qui est assez commun. Mon rapport d'audit, c'est vraiment très spécifique. Rédaction de publication LinkedIn, prospection, ça c'est un sujet qui intéresse aussi. J'en ai un aussi qui est business coach en bas de l'écran. Donc quand on parlait par exemple de l'utilisation de l'IA comme un cofondateur ou un associé, moi j'ai un business coach, je peux vous montrer quelques détails. Donc la description, cofondateur business d'une activité de conseil en IA, le rôle qu'on retrouve ici, si on est sur la méthodologie dont j'ai parlé tout à l'heure, tu agis en tant que coach business expérimenté, tu es le cofondateur stratégique de mon entreprise. Là je lui dis, ton objectif n'est pas de me rassurer inutilement, donc ça c'est important pour moi, parce que je pense que vous l'avez déjà tous expérimenté, quand on est sur Claude ou sur ChatGPT, ces outils ont tendance à aller dans votre sens et vous faire croire que vous êtes géniaux. Vous l'êtes probablement, mais moi je préfère quand j'ai une demande par rapport à un associé ou un coach business qu'il me rentre dedans, entre guillemets, et que si j'ai une mauvaise idée, ils me disent très clairement que c'est une mauvaise idée. Ce qui arrive quasiment toutes les semaines. Il y a plusieurs questions. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée de nombre de personnes qui utilisent réellement les skills? Parce que si demain, tout le monde utilise ça, quel est le risque? Ou en tout cas, je me dis, si tout le monde a le même système... Alors, j'ai pas de chiffres sur le nombre de personnes. Après, nous, ce qu'on voit, soit en conférence, soit en formation, c'est à peu près ce qu'on avait ici, même si je pense que vous êtes un public un peu plus expérimenté. Sur les skills, sur ce qu'on voit, on est à peu près à 5%. Donc, ça reste encore très, très marginal. Après, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Pour moi, non, parce que ce qui va être le plus important, c'est le prompt que vous allez avoir. Et le prompt est personnalisé en fonction de vos objectifs et en fonction de ce que vous souhaitez. Par contre, si vous avez tous le même prompt derrière votre skill, là forcément il y aura un souci. Je vous donne un exemple. On était en formation avec une société qui fait du paysagisme sur la rédaction des publications LinkedIn. On envoie à chaque fois nous des exemples de prompts, tout simplement pour que les gens puissent commencer à travailler dessus. Ce que la personne qui fait de la communication a fait, c'est qu'elle a pris le prompt, elle a copié, elle a collé, elle a fait une publication sur LinkedIn. La semaine prochaine, j'ai lu la publication, j'avais l'impression que c'était moi qui parlais. Donc il ne faut pas prendre les prompts pour les faire en copier-coller, il faut travailler sur sa structure et après les personnaliser pour pouvoir avoir un vrai impact et faire en sorte que ce soit personnalisé. Oui. Ouais. Je vois tout en bas de la liste Skill Creator. Oui. C'est le Skill Creator classique ou c'est un Skill Creator personnalisé? Celui-là, c'est par défaut. Donc le Skill Creator que vous avez en bas de l'écran, c'est celui qui permet du coup de créer des skills sur ChatGPT. Je l'avais montré rapidement, j'avais ce qu'on appelle un prompt master, donc qui me permet d'améliorer mes prompts et de suivre notamment la structure dont on a parlé. Et est-ce que vous avez déjà utilisé le Grill Me? Pas du tout. Voilà, ça sera à checker. Qu'est-ce que c'est? Il vous grille dans le sens où il vous pose des tonnes et des tonnes de questions. Au lieu d'en poser 5, 6, 7, il en pose une cinquantaine, soixantaine, pour avoir le moins d'angle mort possible. Intéressant. Ça justement, il y avait une question au fond. Justement sur le fait de poser des questions, ça pour moi c'est aussi l'un des avantages de Claude, c'est que vous allez faire un premier prompt et il va vous poser des questions pour préciser votre demande. Aujourd'hui ChatGPT commence un petit peu à le faire,
mais Claude, c'était le premier outil à aller poser des questions, et vous avez vraiment un échange avec l'IA avant même de donner une réponse. Et ça, c'est hyper intéressant pour moi. Notamment quand on fait du développement, c'est hyper intéressant. Oui. Oui, pour éviter que les réponses soient complaisantes, Mhm. vous venez de donner un élément. Ouais. J'ai commencé à utiliser ce fameux mot qu'on intègre dans le prompt qui s'appelle kill critique, Ouais. ce qui semble fonctionner. Est-ce que vous confirmez que c'est une bonne façon de faire? Ouais, bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, pour faire en sorte que l'IA soit pas complaisante, il faut lui spécifier. Soit vous souhaitez qu'elle ne soit pas complaisante dans l'ensemble de vos interactions et vous allez dans les paramètres généraux et vous lui demandez directement. Ça, moi, je vois beaucoup de gens qui le font. Moi, j'ai pas besoin qu'elle soit critique dans tous les usages. Par contre, sur la partie business coach, j'ai besoin qu'elle le soit. Donc je lui dis bien, ton objectif n'est pas de me rassurer inutilement, mais de m'aider à prendre des meilleures décisions pour développer mon activité avec lucidité, exigence et pragmatisme. Et tu dois raisonner comme si l'entreprise était aussi la tienne. Aujourd'hui, quand je vais échanger sur une idée d'une nouvelle offre, sur une nouvelle proposition, dans 90% des cas, l'IA me dit que c'est une mauvaise idée. Et ça me plaît. C'est ce que j'attends. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les skills? Concernant les skills, vous avez dit que dans Claude, du coup, il n'y a pas besoin de cliquer sur le skills, il le reconnaît automatiquement. Est-ce qu'il y a des bons conseils quand on a beaucoup de skills à avoir pour qu'ils ne mélangent pas entre, là par exemple, vous en avez plusieurs liés à LinkedIn, qui ne confondent pas et qui ne prennent pas un skill au lieu d'un autre? Alors, il y a plusieurs. Il va rarement se tromper, déjà de base. Après, vous pouvez mettre dans l'instruction, à partir du moment où je tape, par exemple, rédige une publication LinkedIn, tu dois activer ce skill-là. Et donc là, il va travailler de cette manière-là. Moi, par exemple, j'ai 2 skills sur les emails. J'ai rédaction email admin et rédaction email perso. Derrière, il y a 2 instructions qui sont bien différentes. Sur les emails perso, typiquement, c'est des emails que je peux envoyer à mon équipe ou alors à des clients que je connais bien. Donc souvent, ça va être du tutoiement. Je vais les appeler par leur prénom. Sur les emails admin, ce sera plus soit de la relance de factures, ce genre de choses. Donc forcément, c'est 2 manières de communiquer qui sont différentes. Donc lorsque je vais faire mon prompt, je vais lui dire directement utilise ce skill-là. Même si dans la majorité des cas, il sait quel skill utiliser. Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc là, je reviens ici. Petite précision au niveau de l'interface. Ici, vous avez les différents modèles de raisonnement. Pour moi, c'est très important. Vous allez avoir ici donc Opus, Sonnet et IQ. Est-ce que vous utilisez déjà cette partie-là? Un petit peu? Oui et non. Alors, sur chaque IA, hein, que ce soit Claude ou les autres, il y a plusieurs modèles de raisonnement. Il va falloir à chaque fois sélectionner le meilleur modèle de raisonnement. Je pense que vous l'avez déjà expérimenté. Aujourd'hui, sur Claude, il y a beaucoup de limites d'utilisation, et quand on l'utilise mal, au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, on est limité par les usages qui sont mis en place par Claude. Souvent, c'est la raison principale, c'est que vous utilisez le mauvais modèle pour l'utilisation que vous souhaitez en faire. Je m'explique. Si vous souhaitez par exemple faire de la reformulation de mail et que vous êtes sur Opus 4.8, ça ne sert à rien. Nous on dit que c'est découper une pizza avec une tronçonneuse, ça n'a aucun intérêt. Ou tuer les mouches avec un bazooka, en fonction de la métaphore que vous préférez, ça n'a aucun intérêt, et c'est comme ça que vous utilisez l'ensemble de vos crédits pour rien, entre guillemets, parce que la plupart du temps, les usages que vous allez avoir sont largement suffisants avec du Sonnet ou du IQ. Donc, non, Cowork, ça va être Opus 4.8 à chaque fois, parce que c'est fait pour des tâches complexes. Donc, je vais vous montrer après. Donc, rapidement, sur les modèles, vous en avez 3 aujourd'hui. En théorie 4, mais il y en a un qui est désactivé, je pense que vous en avez entendu parler. Donc IQ qui est le modèle le plus léger, le plus simple. Donc typiquement, si vous voulez faire de la rédaction de mail, de la rédaction de courrier, partez sur IQ, il n'y a pas besoin d'aller sur les autres. Sonnet, ça va être celui qui logiquement est mis par défaut, même si nous on voit que sur certains comptes parfois Opus est mis par défaut, mais logiquement vous avez Sonnet qui est mis par défaut, c'est le modèle intermédiaire, on va dire. Et ensuite, vous avez Opus 4.8 qui est aujourd'hui officiellement le modèle le plus puissant de Claude. Et là, vous voyez aussi Fable 5 qui est le modèle qui a été désactivé la semaine dernière par Claude.
Je pense que vous en avez entendu parler. Donc choisissez bien le bon modèle en fonction de ce que vous souhaitez faire. Ça, c'est important pour éviter de cramer tous vos tokens. Ouais. Sonnet. Aujourd'hui, Sonnet, mais je pourrais même, je pense, utiliser IQ, ça devrait aller. Aujourd'hui, moi, je suis rarement confronté à la limite de token. Après, j'ai aussi un budget supplémentaire, donc qui va aller prendre dans le budget supplémentaire. Je peux vous expliquer comment ça fonctionne, ça, si vous le souhaitez. Non, moi, je suis sur un forfait à 20 €. Je suis sur un forfait à 20 €. J'ai des automatisations et des agents qui tournent aussi. J'ai jamais été confronté, sauf quand je fais des présentations à la dernière minute, comme je l'ai faite ce matin. Je suis rarement confronté à la limite de token. Par rapport à l'utilisation, parce que je sais que c'est une question qui revient souvent, vous avez ici utilisation dans les paramètres. Et quand je clique dessus, je vais avoir le pourcentage d'utilisation de ma session. Et en dessous, j'ai les modèles, l'utilisation par rapport au modèle qui va être utilisé. Donc ça, pilotez-le de cette manière-là. Moi, je ne vais pas lancer par exemple tous mes agents en même temps. Je vais lancer mes agents quand j'aurai atteint la limite d'utilisation. Et ça me permet de ne pas aller chercher des crédits supplémentaires dans la majorité des cas. Mais si vous le souhaitez, vous avez ici donc la possibilité d'aller mettre du budget en plus, comme vous le voyez. Je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Qui utilise le mode vocal sur ouais, Whisperflow? Whisperflow, ok. Logiquement, ça devrait fonctionner. Ici, vous avez donc la fonctionnalité vocale qui fonctionne pas toujours. Donc, si vous avez des soucis par rapport à ça, nous, l'outil qu'on recommande, c'est Whisperflow, qui est un outil qui est gratuit. Il y a juste à activer un bouton sur votre clavier et ça vous permet de parler à votre ordinateur, que ce soit sur les IA ou sur tous les autres outils. Donc, aujourd'hui, par exemple, moi, les mails, si je les rédige pas avec Claude ou avec un autre outil, je vais utiliser Whisperflow et ça va automatiquement activer une commande vocale. Pardon? Whisperflow, vous l'avez ici. Flow et Whisper, W-I-S-P-R, qui est un outil gratuit. Alors, hop. Je suis actuellement à la Cité de l'IA, je fais une conférence sur Claude, rédige-moi une publication LinkedIn sur ce sujet. Donc là, j'ai utilisé Whisperflow, donc j'active directement avec une touche sur mon clavier. Vous voyez la petite barre qui est ici, c'est Whisperflow, c'est très discret, mais ça me permet de savoir que c'est activé. Et donc du coup, je lui demande une publication sur ce sujet. Hop, j'ai fait une conférence sur Claude, rédige mes publications. Et donc là, il va falloir être attentif parce que vous allez voir qu'il va y avoir une petite indication en vous disant qu'il va activer du coup le skill dont on a parlé tout à l'heure, en sachant que je suis en partage de connexion, ça va. Reading LinkedIn Publication Skill. Donc là, il va activer automatiquement le bon skill. Donc c'est là où ça devient très intéressant. Et donc ce qu'il a fait en arrière-plan, c'est qu'il est allé lire le prompt que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc derrière, il me rédige une publication LinkedIn avec la structure que j'attends de sa part. Ouais. Au moment où on crée le skill, est-ce que, comme sur ChatGPT, on peut lui donner une base documentaire, des modèles, etc. Oui, Comme alors, là, par exemple, sur les posts. sur le skill, il n'y aura pas de J'ai données. pas vu. Ouais, Non, il n'y aura pas de données en plus. Par contre, vous pouvez créer des skills dans des projets. Et donc, sur les projets, vous allez pouvoir lui mettre des fichiers en plus. Donc, c'était le deuxième encart qu'il y avait sur la slide de tout à l'heure. Vous avez ici les projets. Est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent des projets déjà un petit peu, que ce soit sur ChatGPT un petit peu donc là, il n'y a rien de révolutionnaire. Vous avez les différents projets que vous allez avoir. Et donc, sur les projets, si je prends par exemple Semaine de l'IA, vous avez la mémoire, les instructions qu'on va retrouver, donc, qui peuvent aussi être des instructions similaires à votre skill, et la possibilité d'ajouter des fichiers. Mais dans les projets, je peux aussi aller faire en sorte d'activer des skills. Est-ce que je suis clair par rapport à ça? Il faut créer le skill.
Là, par exemple, on a un projet Semaine de l'IA. Donc, je pense que vous avez participé. Il y a eu la Semaine de l'IA il y a quelques jours. Nous, on a fait quelques conférences dans ce cadre-là. Je peux lui demander, par exemple, de me faire une publication LinkedIn par rapport à ce sujet-là. Il va aller activer le skill rédaction de publication LinkedIn, mais il va travailler dans le projet Semaine de l'IA. Ouais. J'ai du mal à comprendre l'intérêt du projet par rapport à un skill déjà existant. Est-ce que c'est redondant? Est-ce que c'est complémentaire? Pour moi, honnêtement, les projets, je les utilise très peu aujourd'hui parce que je suis quand même bien fourni au niveau des skills. L'intérêt des projets, c'est pour mettre des documents supplémentaires là où on est limité par les skills. Dans la plupart des cas, pour moi, les projets, c'est des choses qui ont une date finie. Donc typiquement, la semaine de l'IA, ça dure une semaine en théorie. Donc à partir du moment où c'est terminé, je vais supprimer le projet et je ne vais plus l'utiliser. Alors que les skills, aujourd'hui, la totalité des skills que je vais avoir sont là depuis la création et j'ai pas à les modifier ou à les supprimer. C'est pas vraiment la même chose. Non, pour moi, c'est pas vraiment la même chose, non. En fait, le projet sert à amener de la documentation spécifique. Pour moi, le projet permet d'amener de la documentation spécifique à un sujet. J'ai un sujet avec un client, je vais lui charger de la documentation sur ce client. Ouais. Et l'IA va pouvoir aller piocher dans cette documentation avec des skills d'écriture ou autre chose, sans aller chercher forcément de l'information sur Internet. C'est bien le PDF du résultat de l'entreprise, la présentation des personnes de l'entreprise. Et donc l'IA, il va y faire référence avec des skills. Exactement. Ok. Ouais. C'est vraiment deux choses différentes, hein, les skills et les projets. Nous, on recommande de commencer par les projets parce que c'est un peu moins technique, et je mets des guillemets parce qu'aujourd'hui, créer un skill, ça ne demande pas forcément d'être développeur. Commencer par les projets pour pouvoir déjà organiser l'information et ensuite créer les skills pour pouvoir aller justement piocher dans les différentes compétences que vous allez avoir. Une question. Bon, j'imagine que quand on met des documents, le PDF dont le monsieur devant moi vient de parler, c'est utilisé en RAG sans doute derrière, mais surtout la question qui tue, hein, j'imagine. Que deviennent les données de ce document PDF? Est-ce qu'on est sûr qu'elles partent pas chez Anthropic ou autre? Alors ça, je l'ai vu beaucoup de fois dans les questionnaires au niveau de la confidentialité des données. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que si vous êtes sur un abonnement gratuit, c'est que forcément les données sont utilisées pour améliorer le modèle. Aujourd'hui, il y a les abonnements entreprises que vous pouvez avoir à partir de 5 personnes. Donc à partir de ce moment-là, par défaut, l'utilisation des données est désactivée pour les plans entreprise. Si vous êtes sur un plan pro individuel, vous avez la possibilité dans les paramètres de désactiver, ici, c'est marqué contribuer à améliorer nos modèles d'IA, et donc du coup ça ne va pas utiliser les données pour améliorer le modèle d'IA. Par contre, il y a quand même un sujet, j'avais vu, de stockage des données, effectivement. Aujourd'hui, il y a possibilité de faire ce qu'on appelle de l'auto-hébergement. Aujourd'hui, c'est quand même assez lourd, moi je trouve. Ça dépend de quel type de données vous allez avoir, si c'est notamment des données personnelles. Dans la majorité des cas, par rapport aux clients avec lesquels on travaille, il n'y a pas forcément besoin d'aller faire un auto-hébergement avec des serveurs en Europe. Encore une fois, ça dépend le type de données. On retrouve ce type de problématique avec les clients dans la santé, forcément, dans la finance, dans les assurances, mais après pour le reste, c'est pas forcément un sujet. Oui, j'avais une question. Quel est le risque que les utilisateurs, si on fournit des licences pro à un certain nombre de personnes dans l'entreprise, des ambassadeurs principalement, quel est le risque qu'ils recréent à côté une base de données, une base de données de fichiers, etc., au lieu d'utiliser soit le serveur de fichiers interne ou notre SharePoint? Est-ce qu'il y a un vrai risque que du coup ils déposent toujours les infos à cet endroit-là et qui... Oui. Ouais, il y a toujours un risque. Pour moi, le meilleur moyen de contrer ce risque, c'est de former les collaborateurs par rapport justement au risque et ce qui peut se passer derrière. Mais à partir du moment où vous mettez des licences entre les mains des collaborateurs, il peut y avoir un risque. Vous n'êtes pas forcément derrière eux constamment. Donc pour moi, le meilleur moyen, et je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est forcément de former les gens par rapport à l'utilisation de ces différents outils. Et au-delà de la formation, est-ce que d'un point de vue administration, on est capable de monitorer le volume de données, le type de fichiers qui sont déposés
Et savoir par utilisateur dire attends là ça fait 3 ou 4 Tera que tu nous balances dehors. Vous pouvez voir l'utilisation des tokens quand on est administrateur, uniquement sur les plans entreprises, une fois de plus. Il y a un plan justement qui permet de faire du monitoring. Après, je ne suis pas rentré dans le détail, donc je ne pourrais pas vous répondre, mais il y a un plan qui permet de faire du monitoring quand on a un compte administrateur avec plusieurs licences. Ça, j'en suis sûr. Merci. Il est quelle heure 9h17. Je vous propose qu'on avance un petit peu. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont des impératifs après 9h, 9h30? Je sais qu'on avait annoncé jusqu'à 10h. 10h, c'est bien? Ok. Donc on a parlé des compétences. La deuxième chose pour moi la plus importante, c'est ce qu'on appelle les connecteurs. Est-ce qu'il y en a qui utilisent des connecteurs aujourd'hui? Un petit peu. C'est quoi les usages que vous avez sur les connecteurs? CRM? C'est quoi le CRM? HubSpot, ok. D'autres usages, donc on a dit CRM, HubSpot pour ceux qui n'ont pas entendu. Ouais. Mail, ouais. Mhm. Okay. Certaines personnes qui utilisent des MCP, quelques-unes. Ok, on va rentrer dans le détail parce que pour moi c'est hyper intéressant. Donc rapidement sur les connecteurs. Donc l'objectif du connecteur, c'est du coup de connecter vos outils à Claude. C'est pas Claude qui l'a inventé, le MCP oui, mais pas les connecteurs traditionnels. Donc l'objectif, par exemple, si vous n'utilisez pas de connecteur, vous utilisez Claude pour la rédaction des mails. Je pense qu'il y a un usage assez classique. Pensez bien d'ailleurs à supprimer la première ligne quand vous copiez le mail dans l'éditeur, parce que ça je l'ai de temps en temps. Voici une réponse plus professionnelle. Donc quand vous utilisez les mails par exemple, sans connecteur, vous allez souvent faire copier-coller et le mettre dans votre boîte mail. Avec le connecteur, il va l'envoyer directement sans que vous ayez à faire ce copier-coller. Donc là on est sur le cas d'usage le plus simple. Donc vous avez un catalogue comme un App Store ou un Google Play sur lequel vous allez avoir donc des applications sur lesquelles vous pouvez vous connecter de manière très simple et sécurisée. Donc par exemple vous avez Gmail et Microsoft 365, vous cliquez dessus, vous mettez vos identifiants et donc du coup votre Claude va être connecté à votre mail, il va pouvoir lire vos mails, il va pouvoir créer des brouillons, envoyer des mails, les organiser aussi si derrière après on part sur du cowork avec des workflows, donc ça c'est hyper intéressant. Vous avez Slack aussi, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont sur Slack ou sur Teams. Ouais, un petit peu. Sur Slack, donc vous pouvez directement connecter votre Claude à votre Slack. Donc ça, c'est aussi, je pense, hyper intéressant. Il y a Claude Tag qui est sorti hier. Donc vous allez pouvoir taguer Claude dans votre Slack et lui demander de faire des actions comme si c'était un collaborateur dans votre organisation. Donc ça aussi, je pense que c'est hyper intéressant. Vous restez dans votre Claude, dans votre Slack, vous mettez @Claude, en lui demandant par exemple de faire un résumé des mails qui sont arrivés ou un rapport sur un sujet, il va le faire et quand ce sera terminé, il va vous envoyer un message sur Slack comme si c'était un collaborateur dans votre organisation. Donc ça c'est pas mal, c'est fort. Notion, des personnes qui utilisent Notion un petit peu, ouais, pour de la base de données, nous on l'utilise aussi. On peut le connecter à Notion, donc il va aller pouvoir créer des... Pour ceux qui connaissent pas Notion, c'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses. Nous, on l'utilise comme CRM, notamment pour gérer les listes de prospects, de contacts, etc. Donc, notre Claude est connecté à Notion. Donc, il va aller pouvoir lire les informations du Notion et travailler de cette manière-là. Je peux vous montrer les différents connecteurs que nous, on a dans notre stack. Hop. Donc, aujourd'hui, vous avez ici sur le côté de l'écran donc les connecteurs qu'on utilise. Donc, Canva, qui est le premier. Très honnêtement, je n'utilise pas tant que ça, je trouve pas que ce soit le plus pertinent. Gamma, par contre, Gamma c'est très pertinent, on en a parlé tout à l'heure, donc pour faire des présentations de manière automatisée. Gmail, Google Calendar, donc dès que vous avez un rendez-vous à ajouter, à déplacer, à supprimer, vous le dites directement dans Claude et il va aller s'amuser sur votre agenda directement. Google Drive, donc pour aller chercher des fichiers. Notion, on en a parlé. Papers, je vais en parler après parce que c'est autre chose. Conto, est-ce qu'il y en a qui sont sur Conto aujourd'hui? Un tout petit peu. Conto, donc banque en ligne. Nous, on utilise Conto depuis
longtemps. Il y a un MCP, je vais expliquer ce que c'est, donc un connecteur pour faire simple, qui est sorti la semaine dernière et qui permet d'aller chercher les transactions, les factures, les devis dans Conto. Et ça, je pourrais vous montrer tout à l'heure, c'est hyper puissant. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps, notamment sur le pilotage financier. Slack, on en a parlé, et en dessous j'ai Stripe et GitHub aussi pour la partie développement. Est-ce que vous voyez quel type de connecteur est-ce que vous pouvez déjà vous utiliser dans votre utilisation quotidienne? Ouais. Lesquels sont les plus intéressants pour vous? Alors, moi, personnellement, ça me dérange pas. En plus de ça, l'authentification se fait via ce qu'on appelle du hot-o. Donc, vous mettez tout simplement votre adresse mail, votre mot de passe, et il va se connecter comme beaucoup de vos applications, je pense, aujourd'hui, sont réellement connectées entre elles. Donc, moi, personnellement, ça me dérange pas. Je peux comprendre qu'il y ait une crainte par rapport à ça, mais regardez aujourd'hui dans les outils que vous utilisez, je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui sont interconnectés entre elles. Donc pour répondre à la question, moi aujourd'hui c'est pas un sujet, et je préfère même lui donner plus de contexte, parce que plus on va avoir de contexte, plus on va pouvoir gagner du temps et être productif. Par rapport au Google Drive, on peut choisir aussi les fichiers auxquels il a accès, s'il y a des sujets peut-être un peu plus sensibles ou sur lesquels vous voulez pas forcément communiquer. Je vous propose de parler de Papers. Là vous voyez Claudine Chrome aussi au milieu. Et de ces deux-là. Donc là, on est sur des connecteurs qu'on appelle MCP ou personnalisés. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des MCP? Un petit peu. Donc, pour rappel, les MCP, ça a été créé par Anthropic, et c'est un moyen de connecter une IA un petit peu comme une API, pour ceux qui connaissent. Donc, on va pouvoir brancher des outils. Celui qui a fait le plus de bruit au début, je pense que vous l'avez peut-être vu passer sur LinkedIn, c'est Papers. Donc on va se connecter directement à Papers pour aller chercher des informations sur des entreprises. Donc ça c'est, je pense, intéressant. Pour moi, le plus intéressant aujourd'hui, c'est celui qui est sur Claudine Chrome. Donc il va se connecter à votre Google Chrome et il va commencer à aller faire des actions par lui-même. Donc je vais vous faire quelques démonstrations. Donc là, vous voyez que moi, je l'ai connecté. Si je viens, hop, on va passer du coup sur la partie Cowork, sur la deuxième partie. Donc là, je suis sur la partie Cowork. Au niveau de l'interface, on n'est pas perdu. C'est quasiment la même chose. L'objectif de Cowork, c'est d'accomplir des tâches. Donc contrairement à ce qu'on avait sur le chat tout à l'heure, où vous allez avoir un échange, sur Cowork, on va pouvoir commencer à parler donc des agents, des workflows et de l'accomplissement de tâches. Je vais vous montrer ça avec un exemple relativement simple. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Claude ici et Chrome de l'autre côté. Hop. Voilà, donc là j'ai mon Claude ici et mon Google Chrome ici. Ça fonctionne uniquement sur Google Chrome. Donc si vous êtes sur un autre navigateur, vous devez passer sur Google Chrome. Donc si vous êtes sur Safari, sur Arc ou sur d'autres, passez sur celui-là. Moi j'ai les deux en parallèle. Et je vais pouvoir lui demander, par exemple, envoie un message LinkedIn à pour lui proposer nos services en fonction d'un signal faible que tu vois son profil. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le skill qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'on est sur de la prospection, donc automatiquement il va aller utiliser le skill, et en plus de ça, il va utiliser donc un connecteur
pour pouvoir aller sur Chrome et naviguer comme un utilisateur. Comment il sait sur quel skill aller? Est-ce que c'est par le titre? C'est comme vous en avez une vingtaine, comment il sait quel est Parce le que bon à là, je lui utiliser? ai mis envoie un message LinkedIn. Donc il en reprend prompt. par rapport au titre qui a été mis de base. Ok. En fonction du prompt que vous allez avoir, il y a un espèce de routeur, hein, pour faire simple, qui va aller orienter les différents skills et les différents connecteurs aussi. Donc là, je vais Comment vous êtes sûr qu'il utilise le skill? Comment je suis sûr? Ouais. Vous allez voir, hop, c'est affiché. Donc là, il a lancé la recherche. J'ai sur la droite de l'écran dossier de travail. Donc si j'avais un projet, il l'aurait mis dans ce projet-là. Moi, j'en ai pas dans ce cas-là. J'ai le contexte. Là, j'ai Running Skill qui est apparu juste ici. J'ai Finding Tool. Donc Finding Tool, il va aller chercher les différents outils sur lesquels ils sont connectés. Donc il fait ce qu'on appelle du list tooling. Donc il va aller chercher les différents outils. Là, je lui ai parlé de LinkedIn, donc il sait ce qu'il va aller devoir faire. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez, sur Chrome, il est en train de se passer quelque chose. Sur la gauche de l'écran, il a ouvert un nouvel onglet. Et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de naviguer comme un humain le ferait. Et donc, je vais pas passer. Donc il travaille de ce côté-là. Il recherche le profil donc, de la personne que je lui ai envoyé. Je vais vous montrer en parallèle. Donc il est allé sur le profil de cette personne-là, qui est mon frère et mon associé, donc il n'y aura pas de sujet. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir, là vous voyez la petite souris qui est ici en orange, elle va se déplacer et elle va aller chercher les différentes informations. Donc moi je lui ai dit d'aller chercher un signal faible. Donc un signal faible, ça va être un commentaire LinkedIn, un repartage de publication. Il va aller voir dans le profil et il va aller proposer. Du coup, voilà, donc là il bouge et là il me dit ce qu'il est en train de faire sur le côté de l'écran. Et il est en train de me dire donc, que Théo est un ingénieur IA, qu'il ne colle pas exactement à l'ICP d'Arwell. Donc l'ICP, c'est nos clients type. Donc là, il se rend compte que ce n'est pas un client type, donc ce n'est pas forcément hyper pertinent. Ça, c'est un autre skill, par exemple, qu'on a créé, donc il le sait. Et le signal faible le plus pertinent, il a posté récemment un post sur Cloud Design. Et donc là, il a rédigé le message, qui est ici, en fonction de ce qu'il a trouvé sur le profil de Théo. Je pourrais aller plus loin pour lui demander de l'envoyer. Là, je n'ai pas lui envoyer parce que j'ai fait des tests hier soir et il va être un peu spammé. Mais je pourrais aller jusque-là. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va aller naviguer donc de manière complètement automatisée sur le navigateur. Ouais, il y a une question devant. Merci. Est-ce que c'est pareil que le MCP serveur Playwright, par exemple? Je ne connais pas celui-là. Playwright, c'est pareil, il y a accès au navigateur sur aussi. Chrome ou tous les navigateurs? Tous. Ok, non, je connais pas. Et Playwright, à la base, c'est un outil d'automatisation de tests fonctionnels. Okay. Et en fait, ils ont sorti le MCP serveur. C'est Microsoft, en fait, derrière. Ouais. Et c'est gratuit. Ah ouais, je pense que c'est pareil. Très intéressant aussi. Ok, et ça permet de contourner Chrome si on n'est pas sur Chrome, du coup? Ouais, cool. Et donc du coup, si je reviens rapidement sur ce qui a été fait, je suis là sur le profil, donc il y a une publication qui a été repartagée. C'était un webinar qu'on avait fait sur Claude, et donc du coup, il est allé chercher les informations, il a proposé le message, donc salut Théo, j'ai vu ton post sur Cloud Design et Stitch, le fait que tu l'as utilisé pour redesigner ton site, et donc là, si on le voit, c'est où il y a la petite flèche orange. Donc c'est une publication qui avait été faite où il expliquait qu'il n'était pas designer, mais que grâce à Google Design et à Google Stitch, il arrivait maintenant à designer. Donc il a vu cette publication et il m'a créé du coup un message que je peux lui envoyer. Et donc là, on est sur un message qui est hyper personnalisé et qui change du bonjour, je vais vous proposer mes services qui souvent ne fonctionnent pas. Voilà. Donc là, on l'a montré sur un seul exemple. Nous, aujourd'hui, ce skill et ce connecteur, là, il tourne tous les jours quasiment. Donc forcément au bon moment en fonction des utilisations. Mais quand on arrive à faire ça à l'échelle sur plusieurs contacts, il va tourner de manière automatique. Nous, très honnêtement, aujourd'hui, on a 3 machines au bureau qui tournent toutes seules, sur lesquelles on va aller lancer différents workflows qui vont fonctionner en automatique. Ouais. Et du coup, là, suite à ce premier message, si je comprends bien, derrière, il y a un système de deuxième message, de discussion qui va être amené avec ton frère, ouais. Voire même du coup de relance, comme donc quand tu parlais d'un autre outil via Claude pour Wallaxy tout à l'heure, tu pensais à ça? Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a la possibilité de lui demander de marquer un temps d'arrêt pour que je puisse moi valider l'envoi du message? Voilà,
Voilà, pour être sûr de peut-être relire une ultime fois avant l'envoi. Ouais. Sur tous les workflows que vous avez, nous on l'a désactivé parce que ça fait un petit moment qu'on l'utilise, mais à chaque fois il va vous demander une autorisation préalable, vous cliquez dessus, c'est soit toujours autorisé, donc dans ce cas il va toujours l'autoriser, soit c'est uniquement pour cette action-là, mais vous pouvez piloter de cette manière-là l'outil. Est-ce que ce signal faible que vous avez identifié, est-ce qu'on peut lui demander d'aller chercher d'autres profils qui auraient ce même signal faible? Identifier des cibles, en fait. Oui, après, je pense pas que ce soit la meilleure manière de le faire parce que c'est compliqué, parce que sur des profils, faire à voir. En vrai, à essayer. Oui, ou sur une compétence très bien pointue, sûr. un sujet Ouais, très... bien sûr. Oui. Faut essayer. Après, je pense qu'il faudrait passer par la solution professionnelle de LinkedIn. Donc avoir un abonnement professionnel de LinkedIn pour être plus précis, je pense. Mais oui, c'est possible. Bien sûr. Ouais. Je vais vous dire ça tout de suite. On est à 5%. On était à 0 tout à l'heure. Aujourd'hui, on est à 5% sur un message. En sachant que ça se réinitialise dans 4 heures. Moi, j'ai pas envie d'envoyer 200 messages par jour. Donc, si je le gère correctement, ça me permet d'avoir un flux de prospects régulier qui fonctionne bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, c'est pour rebondir par rapport à l'usage et d'envoi des messages, parce que je sais que sur LinkedIn, des fois, ils ont des algorithmes où justement, ils veulent vérifier qu'il n'y ait pas un robot derrière qui envoie massivement. Ouais. Est-ce qu'on a la possibilité de mettre en place dans Cloud, pas Cloud, des choses qui pourraient inclure, on va dire, l'état d'esprit de LinkedIn pour éviter d'avoir le risque d'avoir son compte qui serait bloqué Alors, sur le risque de blocage sur LinkedIn, ce qui va être important, c'est d'interagir comme un humain. Oui. C'est pour ça que sur Lemlist ou sur Wallaxy, ils n'envoient pas des messages en masse. À chaque fois, il y a un petit buffer, donc il y a un petit temps d'arrêt entre tous les messages. Sur Close, c'est exactement la même chose parce qu'il va travailler comme un humain en fait sur le navigateur. Donc il ne va pas envoyer 200 messages d'un coup, il va d'abord aller sur le profil, comme moi je le ferai manuellement, envoyer le message, aller sur un autre profil, et il va travailler exactement de la même manière que vous travaillez si vous étiez sur votre ordinateur. Ok. En revanche, quand il prospecte, il ne demande pas en ami. Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire, mais ouais, vous il allez. peut tout faire en fait. Il peut Comme tout faire. sur Wallaxy ou Conbox, il peut faire exactement la même chose. Exactement. Ok, merci. Moi aujourd'hui, justement sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur les SaaS, les différents SaaS, il y a beaucoup de gens qui disent que les SaaS vont mourir. Bon, moi, j'y crois pas complètement. Par contre, à partir du moment où on a la capacité de mettre en place des workflows qui sont bien agencés, en réalité, il y en a quand même certains sur lesquels il n'y a plus forcément de besoin. Parce que moi, aujourd'hui, le travail de prospection sur ce sujet-là, il est aussi bien fait qu'un Lemlist ou que sur un Wallaxy, qui sont des sociétés que moi, j'adore. Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de ces outils-là parce que j'utilise Claude qui, accessoirement, me coûte aujourd'hui 20 € par mois. Ouais. Je vais avancer un petit peu. J'avais d'autres, je peux vous en parler, je ne vais pas forcément vous montrer, mais j'avais d'autres sujets sur Claude Cowork, parce que pour moi c'est vraiment ça la vraie valeur ajoutée aujourd'hui de Claude, au-delà du skill qui sont quand même, c'est bien, mais vous allez le retrouver quand même sur ChatGPT. Deux exemples sur Cowork et sur les workflows. Le premier, nous, c'est sur du pilotage financier, j'en avais parlé tout à l'heure. Donc nous, on a connecté Conto, donc notre compte en banque, avec Cowork. Et aujourd'hui, toutes les semaines, on va aller rechercher l'ensemble des transactions qui ont été faites sur le compte, aller chercher les justificatifs, et on a un tableau Excel derrière qui nous permet donc de calculer la marge, les différentes charges, le chiffre d'affaires, etc. Des choses assez classiques. Ça, c'est grâce à un MCP qui va aller chercher les informations sur Conto, et qui ensuite, dans un second temps, va aller sur Google Sheet pour aller remplir les cases comme moi je le faisais manuellement, et ça me prenait 2 heures, voire 3 heures tous les samedis matins. Donc voilà, donc il y a plein d'usages. Le dernier qu'on a mis en place récemment, c'était sur des tests utilisateurs. Je pense qu'on en avait parlé. Mais aujourd'hui, on a des tests utilisateurs. On lance des plateformes, c'est ce que vous aviez tout à l'heure, qui était ici.
hop, une plateforme par exemple qu'on a créée pour un client, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros avec le MCP Claude Chrome, il va aller faire les mêmes actions qu'un utilisateur pourrait faire, et il va après à la fin me sortir un rapport sur les choses à améliorer. Il va agrandir la fenêtre, rétrécir la fenêtre, cliquer sur tous les boutons pour s'assurer que tout fonctionne bien, tout simplement. Donc ouais, ok. Donc ça pour le coup c'est des choses que moi j'ai commencé à faire il y a 15 ans, de la recette et des tests utilisateurs. C'est très chiant, donc s'il y a possibilité de l'automatiser donc avec les différents agents, ça permet quand même de gagner du temps et de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ouais. Sur l'exemple que vous preniez sur la partie financière, justement, comment vous faites pour vous prémunir des hallucinations de Claude? À quel niveau? Sur le fait que voilà, il rapatrie les données, mais quand il les retraite, qu'il les met dans votre Google Sheet, comment vous vous assurez qu'il hallucine pas, il crée pas des erreurs dans les tâches qu'il réalise? Sur le prompt. Encore une fois, c'est sur le prompt. On va le cadrer pour faire en sorte qu'il fonctionne bien. Je peux vous montrer le détail du workflow, je vous montrerai le skill après. Donc, en gros, par rapport au pilotage financier, donc là c'est barré parce qu'il est déjà fait, mais il va récupérer donc les infos sur le compte Conto, donc c'est la première étape que vous voyez en haut, récupérer les factures clients, classer les transactions par catégorie, ouvrir le Google Sheet et identifier la colonne du mois et saisir les valeurs dans le sheet et produire le récapitulatif final. Donc ça c'est les 6 étapes du workflow. Et sur le prompt qu'on va avoir derrière, hop. Donc l'intérêt c'est qu'on peut les programmer aussi, ces différentes tâches. Donc là j'ai cliqué sur programmer et je vais avoir donc soit des exécutions automatiques à une certaine heure, soit des exécutions manuelles. Et donc là si je vais sur ici, donc là c'est mon prompt. Encore une fois, donc ça prend du temps, et dans le prompt, à chaque fois, je vais lui dire que s'il n'a pas l'information, il ne la crée pas, qu'il garde les formules que moi j'ai déjà créées, et donc en le cadrant comme ça me permet de ne pas avoir d'erreur. Et lui spécifier également que s'il n'a pas la réponse, qu'il ne me la donne pas en fait. Ça fait partie aussi des petites astuces au niveau du prompt qui permettent d'éviter les hallucinations. Ouais. Du coup, en voyant la démonstration, je m'interrogeais sur la différence entre des outils comme Make, qu'on utilisait pas mal pour faire de l'automatisation, et ça. Donc du coup, c'est quoi la plus-value de ça? Est-ce que ça remplace carrément Make, ou est-ce que Make présente encore une plus-value par rapport à ce que peut faire Claude? Pour moi, non. D'accord, c'est pareil. En fait, ça remplacerait Make. Make. C'est plus intéressant de travailler sur ça que de travailler sur Make. Nous, on a commencé l'activité il y a un peu plus de 3 ans. Au début, on faisait beaucoup d'automatisation et des débuts d'agents IA, même si on n'était pas encore à ce niveau-là, sur Make et sur Zapier ou sur N8N, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, on a enlevé tous ces outils-là. Ça sert plus. Donc, ça sert à rien à se former à Make aujourd'hui? Si, c'est toujours intéressant pour comprendre la logique qu'il y a derrière. Nous, on a des gens qui se forment, qui veulent se former sur ce sujet-là, pardon. Nous, on fait pas forcément. On préfère former sur ça, qui en réalité est beaucoup moins compliqué que Make, même si ça reste des outils de no-code, donc c'est pas non plus très très compliqué. Mais aujourd'hui, si vous avez la capacité de faire un agent avec un workflow sur Cowork, vous avez plus de liberté, à mon sens, que sur Make. Ouais. Oui. Ah oui, tout à fait. Merci. Pour continuer la question financière sur la récupération des justificatifs. Oui. Bon, Conto doit en avoir, mais je suppose que tous les fournisseurs ne fournissent pas leurs justificatifs dans Conto. Oui. Pour des envois par mail ou des justifs qu'il faut récupérer quand on s'est connecté au compte, oui. On fait comment? On demande à un agent sur Cowork d'aller chercher les justificatifs dans la boîte mail. Oui, mais il y a, par exemple, SFR, il faut aller se connecter pour récupérer son fichier. Il peut le faire. D'accord. Mais on file sa connexion. Moi, quand il y a des choses à aller chercher, je laisse ma fenêtre ouverte, où tous les navigateurs sur lesquels il y a un identifiant, c'est ouvert, donc comme ça il n'a pas à se connecter, je lui donne pas les identifiants, et il va aller se connecter, il va aller sur l'onglet qui est déjà ouvert pour aller pouvoir récupérer la facture ou le justificatif. Donc ça veut dire qu'au démarrage de la session de récupération des données, on fait toutes ces connexions dans son navigateur, et une fois qu'on s'est connecté, on lui dit hey, vas-y. En sachant que moi, de mon côté, j'en ai pas
tant que ça aujourd'hui des factures sur lesquelles il y a des identifiants. Il y a effectivement la téléphonie chez Bouygues, où c'est la même chose, mais en réalité, ils me l'envoient tous par mail, ou alors je fais en sorte qu'ils me l'envoient par mail pour pouvoir le récupérer. Et après, nous, dans Conto, on a aussi des automatisations entre le mail et Conto pour faire en sorte d'avoir déjà les justificatifs qui sont présents. Voilà. Ouais, et en plus, à partir de septembre, il y aura la facturation électronique, donc ça va simplifier un petit peu la tâche pour tout le monde. Je vous propose qu'on conclue sur Cloud Design, parce que ça aussi, c'est un sujet qui est, à mon sens, intéressant. Il y a une question. Ah oui, Papers, je peux vous montrer rapidement. C'est vrai que c'est une bonne... ouais. Papers, hop. Donc, ce que je peux faire, par exemple, avec Papers... je vais vous montrer quoi comme exemple. Va sur Papers et récupère les informations de la société Orwell à Lille et crée un devis pour 3 jours de formation. Donc là, je lui donne l'information. Hop, je vais quand même le préciser, même si je pense qu'il trouvera. L'idée, c'est pas de vérifier le fond, mais plutôt ce qui va se passer. Donc je lui donne le prompt. Il va réfléchir un petit peu, il va aller sur le connecteur du coup Papers, qui fonctionne exactement de la même manière que les autres. Moi, ce qu'il va faire, vu que je lui ai demandé un devis, il va aller sur Conto pour créer aussi le Conto. Moi, il sait aussi que la journée de formation, elle a un certain tarif, donc du coup, il va aller trouver le bon tarif et me créer le devis. Là, ce qu'il a fait rapidement, c'est qu'il a trouvé la société, le numéro de SIRET. On voit le petit logo information entreprise avec le Papers juste en dessous, donc on sait que ça vient de là. Là, il me demande l'autorisation, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, donc je peux l'autoriser. Je vérifie quand même le numéro de SIRET, les informations, j'autorise, et ce qu'il va faire après, c'est qu'il va aller dans Conto pour me créer directement le devis. Sur la compétence, vous voyez, en haut c'est marqué devis d'Arwell, donc moi j'ai aussi un skill qui tourne pour faire des devis, donc où il connaît les tarifs, les prestations, etc. Il crée le devis directement dans Conto, ouais. C'est un équivalent d'un Penny Lane ou d'un logiciel de nous, tout est directement dans l'outil. Voilà, mais étant donné que j'ai demandé de faire un devis pour ma propre société, il va me poser des questions, ce qui est normal. Mais donc du coup, l'idée c'est qu'il va d'abord chercher dans Papers les informations et ensuite dans Conto pour pouvoir le faire comme ça. Mais par exemple, sur de la prospection, nous, on avait fait des séquences où on demandait, par exemple, les sociétés de plus de 50 salariés avec le code postal, et il allait chercher dans Paper ces informations-là. Et ensuite, il y avait une séquence de prospection avec un workflow qui allait chercher les bonnes informations. Donc en fait, pour conclure rapidement sur Cowork, l'intérêt, c'est de connecter les outils qui sont les plus intéressants pour vous, d'avoir une bibliothèque de skills et de compétences, et de les faire travailler entre eux ou entre elles. Et c'est à partir de ce moment-là où ça devient vraiment hyper puissant, et c'est à ce moment-là où vous allez gagner du temps. Ajouter la capacité aussi de se connecter à un répertoire du PC et de travailler dans ce répertoire. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'instar du projet, lui donner une ensemble de documentation, d'avoir une to-do, de la faire remplir par lui-même, de créer des présentations PowerPoint. Ouais, il peut travailler. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va travailler dans le répertoire, dans l'ordinateur. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a des machines sur lesquelles il n'y a aucun utilisateur. On sait qu'il y a juste des agents qui travaillent. Ils ont un poste dans le bureau, il n'y a personne qui est devant toute la journée. Les gens nous demandent pourquoi on fait ça. Mais en fait, aujourd'hui, le travail, par exemple, de prospection ou de pilotage financier, c'est le travail que quelqu'un pourrait faire chez nous. Mais aujourd'hui, on l'a remplacé par des machines qui vont faire le travail avec des workflows ou avec des agents. Pardon ? Non, tout est fait sur mon abonnement directement ou sur l'abonnement de mes collaborateurs. C'est eux qui travaillent de cette manière-là. Je vous propose de passer sur Cloud Design pour finir, parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps. On n'a pas parlé de Cloud Code, mais je pense qu'il n'y a pas tant de développeurs que ça, donc c'est pas forcément nécessaire. Rapidement, vous avez ici répartition ou dispatch quand c'est en anglais. Ça permet en fait de travailler directement depuis votre téléphone et de lui demander de lancer des exécutions depuis votre téléphone. Donc quand vous n'êtes pas sur votre ordinateur, il faut que l'ordinateur soit allumé et vous pouvez lui demander de lancer des tâches. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous sortez d'un rendez-vous, par exemple, vous lui demandez directement d'ajouter les agendas, de faire le compte-rendu. On a un workflow aussi pour ça. Ça va prendre quelques secondes, là où ça pouvait prendre peut-être 10 ou 15 minutes à la fin du rendez-vous, directement depuis le téléphone.
design, hop. Donc design, c'est ici. Me demandez pas pourquoi ils l'ont mis ici, je sais pas. On va le retrouver également sur la partie navigateur, qui sera positionné différemment. Hop, ici, voilà. Donc là, vous avez design qui est ici, c'est la même chose. Et donc design aujourd'hui, ça permet du coup de designer, de faire des prototypes, des sites internet, des interfaces, des présentations. La présentation que vous avez vue tout à l'heure, elle est faite sur Cloud Design et vous allez pouvoir avoir un mode conversationnel pour pouvoir créer des présentations. Est-ce que vous avez déjà utilisé des outils de création de présentation? On a parlé de Gamma tout à l'heure. Gamma, ouais, c'est pas inconnu. PowerPoint sur Copilot PowerPoint. Voilà, je rigole parce que c'est moyen. Cloud Cowork aussi qui peut le faire. Ouais. Cowork sur PowerPoint, ça marche très bien. Et d'ailleurs, Microsoft a intégré toute la partie Cowork d'Anthropic sur Microsoft. Ouais, ça marche très bien. Mais ça veut dire quand même beaucoup de choses sur l'état de l'art et sur ce qui est en train de se passer quand Microsoft, qui logiquement reste Microsoft, fait appel à Anthropic pour utiliser la technologie qu'ils ont développée. En sachant que la société n'existait pas il y a 4 ans et que Microsoft est là depuis longtemps. Petit aparté, donc du coup sur Cloud Design, moi j'ai testé des dizaines d'outils de design, je pense. Avant Cloud Design, le plus intéressant, je trouvais que c'était Gamma, parce qu'il arrivait quand même à sortir des présentations rapidement, même si le design parfois était un petit peu aléatoire, et je trouve qu'aujourd'hui on arrive à voir quand c'est un Gamma et quand c'est pas un Gamma. Sur Cloud Design, on est à un autre niveau. Je vais vous montrer rapidement. Donc même interface quasiment que sur tous les autres outils. On retrouve le modèle qui est ici. Par défaut, c'est le modèle Opus. On ne pourra pas travailler sur des modèles inférieurs pour de la création de présentation. Qu'est-ce que je peux vous présenter? On va le faire en live. Si demain on était amené à faire une autre présentation sur un autre sujet, c'est quoi le sujet le plus intéressant à creuser pour vous par rapport à ce qu'on a vu? Ok, comparatif entre ChatGPT et Claude. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur Claude pour lui demander de me faire un plan, donc ce sera peut-être un peu biaisé, mais on va travailler comme ça va plus vite. Fais-moi un plan de présentation pour pouvoir faire un sujet sur Cloud Design, sur un comparatif entre Claude et ChatGPT. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il a marqué Reading LinkedIn Publication Skill. Et vu que je pense qu'il n'a pas compris l'instruction, il va me demander une clarification. Parce que c'est pas normal qu'il me lance le skill de publication LinkedIn alors que je lui ai demandé. Voilà, donc c'est pour ça qu'il me précise à chaque fois. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, et ça, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est que quand il n'a pas la réponse à 100%, il demande quand même une précision. Et moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est une présentation slide. Par Cloud Design, tu veux dire quoi? Le nouveau design, oui, c'est ça. L'usage quotidien en entreprise. Voilà, et donc là, il me pose 3 questions pour spécifier. Et donc là, il va commencer à me donner le plan de présentation que je pourrais utiliser donc du coup dans Cloud Design, et on va voir comment est-ce qu'il va travailler à partir de ça. Je n'ai pas lui demandé trop de slides parce que le seul inconvénient de Cloud Design, c'est qu'il est un peu long à générer. Donc je vais lui demander 5 slides. Mais quand je dis un peu long, ça reste par rapport au travail qui serait fait manuellement, ça reste acceptable. Plan resserré, 5 slides, hop. Et donc, je lui mets directement ça. Ça, j'en ai pas besoin. L'avantage de Cloud Design, c'est que ici vous avez le design system. Donc si vous voulez par exemple ajouter votre logo, votre charte graphique, vous pouvez ajouter ça. Donc vous allez avoir des présentations qui ressemblent vraiment à votre charte graphique. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ouais.
et des templates, mais bon, ça on n'en aura pas besoin. Pour l'instant, on va le faire de manière très simple pour que vous voyez l'interface. Donc je lui envoie les instructions. À chaque fois, faites en sorte de faire ce que j'ai fait, donc de l'auto-prompting en demandant un prompt à Claude ou à ChatGPT pour avoir la présentation. Il me redemande des questions, donc moi je trouve ça bien parce que ça me permet encore une fois d'orienter. Donc il me demande la direction souhaitée, on va lui demander de décider pour moi. Audience cible de la présentation, on va dire dirigeant, décideur. Ton et contenu, décide pour moi. Usage du deck. On va faire plus détaillé, comme ça on va faire les deux. Ça, je le laisse travailler. Décide pour moi. Veux-tu plusieurs variantes de design? On va lui demander une seule pour éviter de prendre tous mes tokens. Hop. Et donc, je lui envoie les informations. Et donc là, il va commencer à réfléchir, comme on l'a vu tout à l'heure sur le chat ou sur Cowork. Et il va commencer à me faire la présentation. Comme je l'ai dit, c'est un outil qui est un peu plus long que Gamma ou que mon PowerPoint, j'en parle pas vraiment. Mais donc, du coup, à partir de ça, il va pouvoir commencer à travailler. Il y a une question. Donc, ouais. Est-ce qu'il fait du design d'objets? Je ne l'ai pas essayé. Je ne l'ai pas essayé. Je ne pense pas. Non. En 3D? Oui. Je ne sais pas. Il faudrait essayer. Okay. À partir de plans? Ah si, ça, si, à partir de plans, j'ai déjà vu. Plan 2D pour aller en 3D, j'ai déjà vu. On a travaillé avec des cabinets d'architectes, il a déjà fait. Mais ça, c'est possible de le faire, oui, avec Claude, mais même sur ChatGPT, hein, on peut le faire aujourd'hui. Sur la nouvelle version, j'ai déjà essayé ça avec un bon prompt, ça peut fonctionner. Merci. Ce qu'il va fournir est éditable? Oui. Images inclus? Oui. D'accord. Les images, c'est quoi comme format qu'il fournit? On peut lui mettre ce qu'on veut. Moi, je vais vous montrer la présentation en attendant. Il a commencé. Je vais le laisser travailler. Moi, sur la présentation que je vous ai montré tout à l'heure, on peut éditer tous les champs. Donc le texte, les images, on peut ajouter du PNG, JPEG, on a mis du SVG aussi. Il a compris du SVG. Donc ça laisse quand même un panorama qui est assez large au niveau des images. Carrément. Oui. Donc là, on laisse travailler. Donc vous voyez, pour ceux qui ont utilisé Gamma, c'est un petit peu plus long. Mais en termes de design, moi, je trouve ça un peu plus joli que du Gamma. Il me laisse un espace quand même pour pouvoir du coup rajouter une image, comme on l'a vu. Ouais, il met pas les images. Dès qu'il y a des logos, ce genre de choses, il les met pas, faut les rajouter. Ça prend un petit peu plus de temps. Mais en termes de design, en sachant que là, je lui ai demandé vraiment de travailler tout seul, je lui ai pas donné d'indication. Moi, je trouve ça un petit peu plus joli, un peu plus actuel que Gamma, par exemple. On peut lui injecter un PowerPoint pour qu'il l'améliore? Oui. Ouais. On peut lui injecter aussi des PDF en texte. Nous, ce qu'on fait, par exemple, aujourd'hui, on fait beaucoup de rapports d'audit. Donc, c'est des audits, on va dans les sociétés, on interroge un petit peu tout le monde, voir où est-ce qu'il y a des possibilités justement d'intégration d'IA. C'est un rapport qui fait 70 pages, qui est un peu, pas imbuvable, mais il y a beaucoup d'informations. On lui donne le rapport en PDF et il va faire une présentation que moi, derrière, je peux réutiliser en soutenance orale avec mes clients. Oui, avec le design system qu'on a vu tout à l'heure. Donc dès qu'on lui met, on met la charte graphique avec les couleurs. Je pourrais vous montrer, moi j'ai un skill justement, design system, où il faut faire mieux qu'un exemple. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ouais. Donc là, on a une version finalisée, on va dire à 80-90%. Ensuite, pour la peaufiner, on travaille directement sur Claude ou alors il faut faire une extraction sur PowerPoint ou... Sur Claude, vous pouvez après éditer. Donc là, par exemple, j'ai les différents slides, les deux approches de travail différentes, ce que l'IA retient de vous, et après donc le texte qui est ici. Et là, j'ai un bouton Edit, et je peux aller cliquer sur le texte pour le changer et l'éditer directement. Et après, je peux l'exporter en PDF, en PPTX, ce que vous voulez. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Et là, vous savez aller en Claude pour prompter. Oui. Et après, on design. Oui. Est-ce qu'en Cowork, on peut faire tout direct? Oui. Oui. Ok.
Ouais, on peut le faire après sur Claude Cowork, vu que le modèle par défaut c'est Opus, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Opus 4.8. Moi je vais pas demander des prompts dans Cowork parce que sinon je sais que ça me prend trop de. Et j'ai pas toujours le réflexe, parfois on peut oublier. Donc je préfère à chaque fois revenir dans le chat pour lui demander des prompts. Et même si on veut être très économe en token, on peut l'utiliser même sur. Enfin, moi faire les prompts sur ChatGPT ou sur Mistral par exemple qui coûtent un peu moins cher en token et après aller les injecter dans Claude. Il faut savoir travailler avec les différents outils en fonction des forces et des faiblesses de chacun. Justement, en parlant de tokens, ça consomme beaucoup de tokens Ouais. Aujourd'hui, ça c'est à mon sens l'outil. Après, il y a aussi Claude Code, mais c'est différent. Mais c'est l'outil grand public, on va dire, qui consomme le plus de tokens. Je peux vous montrer où on en est. C'est pour ça que moi j'ai un budget supplémentaire, parce que quand j'ai besoin de faire des publications, je lui demande parfois de. Mais bon, ça va me coûter peut-être 2-3 euros par rapport au temps gagné. J'estime que c'est rentable. Si je reviens ici. Où est-ce que je suis? Ici, hop. On est à 20%. Voilà. En sachant qu'il y a 5 slides, donc c'est aussi ça le sujet. L'équivalent de? Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Je le fais rarement, ouais, c'est possible. Il y a une question? Oui, on voit dans la présentation qu'il a mis un petit laïus en bas du slide proposant les services de Darwell. Oui. Pourtant, vous ne l'avez pas du tout indiqué au départ, vous avez été resté très neutre dans le... S'il l'avait mis dans le prompt, je crois, à la fin, c'était marqué CTA Darwell. Il l'avait mis ici, à la fin. Slide 5, CTA Darwell. Ok. C'est dans le prompt. Donc ça, on peut le corriger. Encore une fois, on peut le design system par rapport à la question qu'il y avait tout à l'heure. Si je reviens ici, nous on a une compétence Darwell Design System qui est ici, donc sur lequel on va avoir donc toutes les références de police, de texte, la charte graphique, les codes couleurs qu'on veut utiliser sur des présentations, sur le site internet, sur les factures, sur les devis, les logos, etc. Donc à chaque fois, il va aller se baser là-dessus, les différents composants. Donc il faut être un peu plus précis que juste lui dire ma charte c'est le bleu et le rouge, sinon vous allez vite vous retrouver avec des choses que vous ne souhaitez pas. Il faut lui donner toutes les informations. Ça, je l'ai géré avec Claude, ouais. Et un designer aussi avec lequel on a travaillé en amont, qui nous a donné tous les composants. Alors, puisque concevoir consomme des tokens, oui. Quelle est la stratégie ensuite pour conserver le document et ne pas le faire régénérer à chaque fois pour ne pas reconsommer inutilement, oui. Et surtout collaborer, partager l'information, donc aller la restocker. Oui. Là, du coup, on exporte son fichier dans un format éditable. Oui. Et on vient le partager sur un drive avec ses collaborateurs pour créer de l'information collective. Alors moi, je l'exporte pas. C'est très rare que j'exporte mes présentations. Je les exporte seulement au cas où. Là, par exemple, je l'ai exporté ce matin au cas où il y a une connexion qui est manquante ou si j'ai besoin. Ça me permet d'avoir un backup. Mais aujourd'hui, on peut juste envoyer le lien et tout le monde travaille en réalité sur la présentation et faire des edits, donc en modifiant tout simplement des choses que vous voulez faire sur les slides sans avoir à régénérer à chaque fois. D'accord. Donc du coup, c'est versionnable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'ai créé une version, j'envoie le lien à quelqu'un qui retravaille dessus, il obtient une autre version. Exactement. Et on a l'historique des versions. Nous, on le fait manuellement, donc on va avoir un V1, V2, V3, tout simplement. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse automatiquement. Mais si on revient ici, vous voyez, là j'ai conférence slide V1, conférence slide V2. Donc nous, on le fait manuellement. Mais je ne suis pas sûr qu'il propose la partie versionnable comme sur un PowerPoint ou sur un Word. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en partage d'informations collaboratif, on se retrouve dans quelque chose de complètement diffus. Ouais. Et c'est bien. Oui. Ok, cool. Ouais. Peut-être quelques questions. Je vois il est 10h. Il est 10h, on va prendre quelques dernières. Bonjour, merci. Petite question alors qui n'a rien à voir forcément avec la présentation, mais on voit Anthropic publier ce que je suppose être des modèles spécialisés sur des domaines métiers comme le legal, les HR, etc., etc. Est-ce que vous les avez utilisés
et comment ça s'intègre en fait à tout ça? On les a pas utilisés, très honnêtement. Aujourd'hui, nous, dès qu'on est sur des verticales métiers bien spécifiques, on va utiliser les modèles grand public et on va les personnaliser avec les skills, tout simplement. Donc, on va pas aller utiliser il y a le finance qui est sorti, il y a le HR aussi qui est sorti. Aujourd'hui, nous, par rapport à nos besoins clients, on n'a pas besoin d'aller aussi loin dans les modèles. Donc, avec de la bonne personnalisation, des bons skills, une bonne architecture, le cowork qui est paramétré correctement, on arrive largement à faire des choses qui sont intéressantes. On n'est pas allé aussi loin. Moi, j'ai vu surtout sur la partie finance, c'était utilisé par des fonds d'investissement, des grandes banques qui ont des besoins un peu particuliers. Aujourd'hui, c'est pas forcément nos clients. On est plus sur des PME, grands groupes, TPE. Donc, il n'y a pas forcément de besoin aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de revenir rapidement sur comment vous vous y prenez pour faire vos comptes rendus de rendez-vous quand vous êtes en rendez-vous physique? Vous utilisez du coup l'ordinateur. C'est comment vous passez de l'échange à un compte rendu bien formalisé Alors, je le fais. Avant, j'étais sur un outil qui s'appelle Nuta. Pour ceux qui connaissent, ou Upmeet, j'ai utilisé les deux. J'ai commencé par Nuta, qui était à 29 € je crois, hors taxe par mois, qui a augmenté un petit peu parce qu'ils ont une stratégie qui est un petit peu différente et ça collait plus forcément à mes besoins. Après, je suis passé sur Upmeet, qui est un outil français. Donc ça, c'est intéressant par rapport à la RGPD. J'ai pas forcément envie que toutes mes données rendez-vous partent ailleurs, qui est un peu moins cher. Et donc après, j'ai utilisé donc le skill que vous avez ici, la compétence compte rendu rendez-vous. Et donc quand je clique dessus, je lui dis donc tu es assistant professionnel, donc c'est pas le plus intéressant, mais je lui donne surtout la structure que je veux avoir sur mes comptes rendus. Et donc je vais avoir toutes les informations et je vais le briefer en vocal, souvent quand je sors du rendez-vous, directement sur mon téléphone. Il me prépare le compte rendu et après je l'envoie directement au client. Lixi L2EXI, ok, je connaissais pas. C'est un peu comme... Ouais, Granola aussi, ça je l'ai utilisé. C'est juste avec le micro du téléphone ou c'est comme Plode où il faut avoir un outil en plus? Non, c'est juste le micro. Ok, voilà. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de solutions. Ah oui, oui, bien sûr. Mais là, moi, sur le skill, je l'enregistre pas le client. Hein. Non, sur les autres, oui. Sur les autres, de toute façon, moi, je le dis. En visio, moi, je l'utilise beaucoup en visio parce qu'on fait plus de rendez-vous en visio qu'en physique. Vous avez de toute façon un participant supplémentaire. Donc, c'est impossible de passer à côté. En plus de ça, vous avez un petit message qui vient dans le chat. Nous, on est sur Google Meet. Il y a un petit message qui vient en disant « Je suis l'assistant de Doug Pinto ». On prévient. Ça fait, je pense, 2 ans pendant 2 ans, on a utilisé ça. J'ai jamais eu un souci. Au contraire, les gens sont contents d'avoir leur compte rendu en 5 minutes. Ça montre un certain, je pense, rendez-vous physique. Je le fais un peu moins du coup parce que souvent j'oublie, j'avoue. Et je trouve ça peut-être un peu plus bizarre aussi de dire est-ce que je peux enregistrer le rendez-vous. Donc souvent à la fin du rendez-vous, je brief directement. Je l'ai encore en tête, logiquement, le rendez-vous. Et je le brief et il me fait le compte rendu. Voilà. Ou dispatch, ouais, directement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une dernière peut-être. Là, on voit c'est surtout un usage individuel, mais dans une entreprise, on est de nombreux collaborateurs. Comment on fait pour partager l'expertise? Parce que j'imagine que tout le monde ne va pas avoir le même niveau sur ce genre d'outils. Ouais. Comment on fait pour partager les skills entre différents collaborateurs? Comment on leur publie des skills qui marchent bien, etc. C'est sur le plan entreprise, du coup. Vous pouvez partager des skills. Là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On part en audit pour une société qui fait de la climatisation. Et donc, du coup, ils ont un bureau d'études et ils veulent avoir les mêmes skills. Donc, on peut utiliser les skills pour différents collaborateurs sur le panel d'administrateurs. Et question complémentaire, quand l'expert qui a construit le skills quitte la boîte, comment on fait pour... est-ce qu'il est perdu, détruit, ou est-ce qu'on le récupère, ou quelqu'un d'autre devient owner du skills, etc. Alors, il faut avoir un owner, il y a un admin de toute façon dans tous les cas. Après, si l'admin part, là c'est un peu plus compliqué. Mais il faut avoir un admin. Après, la création des skills, encore une fois, c'est très simple à mettre en place. Donc nous, dans notre cas, ce qu'on fait, c'est qu'on peut mettre parfois les skills en place. Et derrière, on va former aussi les gens pour leur montrer donc, ce qui a été fait, la méthodologie qui a été employée. Et s'ils veulent le modifier, ils peuvent le modifier aussi par eux-mêmes. Parce que ce qui est intéressant dans un skill, c'est que c'est malléable. Donc c'est pas uniquement... là, tous les skills que j'ai ici, je pense que tous ont été retouchés à un moment ou à un autre.
Et à la création de chaque skill, je pense que la première semaine, je reviens dessus au moins 5 à 10 fois pour pouvoir avoir exactement le résultat qui m'intéresse. Surtout quand on part sur de l'agentique et sur du workflow, où il y a forcément un moment où on a raté quelque chose. Mais à partir du moment où c'est mis en place, ça fonctionne bien. Je vous propose qu'on conclue. Hop. Sauf s'il y a une dernière question. Ça, c'est bon. Oui, dernière question. Oui. Je ne fais pas encore la version pro, je fais avec moi. Plus d'interventions, je pense que je ne possède pas. Au niveau de la consommation du coup, des tokens avec la version pro individuelle à 20 € par mois, là, si j'ai bien compris. C'est très limité dans une journée, si pendant 2 heures on a du stock, c'est compliqué, mais on peut quand même y aller. Si, en fait, il y a une réinitialisation qui se fait au bout de 4h30, je pense, en moyenne. Après, ça peut varier, mais c'est à peu près ça. Moi, je suis pas limité. Enfin, j'ai pas de problématique par rapport à ça. C'est pour ça que je vois beaucoup de posts sur LinkedIn de gens qui se plaignent de cette utilisation. Quand c'est bien utilisé avec le bon modèle pour la bonne tâche, aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait de soucis. On a rédigé un guide PDF justement par rapport à ça, comment utiliser les bons modèles, les bons fichiers. Typiquement du PDF, il faut éviter de mettre du PDF, c'est ce qui va consommer le plus de tokens. Si on peut le convertir en Markdown, ça permet de réduire le nombre de tokens par 10. Et donc du coup, grâce à ça, on se retrouve dans une situation où on n'est pas bloqué par la limite d'utilisation. Donc il y a plein de petits tips, on pourra vous envoyer si vous le souhaitez le guide. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est pas un sujet pour quelqu'un qui n'est pas la seule personne aujourd'hui qui a ce sujet-là, c'est mon associé qui lui est sur la partie code et qui est obligé de passer sur la partie pro à 90 € par voilà. Mais sur de l'usage grand public, de la bureautique, ce genre de choses, si vous êtes au-delà de la limite, c'est qu'il y a un problème souvent dans l'utilisation. Donc, hop. Ça c'est intéressant. S'il y a un autre sujet qui vous intéresse sur lequel on n'a pas forcément eu le temps de creuser, nous on va lancer pas mal de webinaires à la rentrée, sachant que c'est un sujet qui est très très large. Dites-le nous, on n'a pas parlé de la partie code notamment. Voilà, ça qui est Cloud MCP, ça on n'en a pas forcément parlé, qui est aussi hyper intéressante, qui permet de faire des apps pas à 100% fonctionnelles. Moi je vais pas vendre du rêve là-dessus parce qu'il y a quand même des choses à revoir, mais qui permettent quand même de faire pas mal de choses. Ça, on pourra en parler. Ça, c'est bon. Ça, on l'a déjà vu. Rapidement, du coup, pour terminer, ce qu'on propose aujourd'hui, donc formation, évidemment, on en a parlé. Les audits. Donc, les audits, on vient chez vous. On voit un petit peu comment est-ce que vous travaillez, quels sont les process qu'on peut potentiellement automatiser. Et la dernière étape, c'est les agents IA. Donc, aujourd'hui, qui sont majoritairement avec Cloud Cowork, ouais, effectivement. Ce qui permet notamment de réduire les coûts de manière drastique, très honnêtement. Les formations, je n'ai pas rentré dans le détail, les audits, on en a parlé. Et là, les 2 derniers QR codes, donc pour accéder à certains prompts des skills que je vous ai montrés tout à l'heure, parce que j'ai vu pas mal de gens qui prenaient des photos. Et le dernier, c'est mon compte LinkedIn sur lequel on a des publications qui se font toutes les semaines aujourd'hui, on va dire, et une newsletter aussi hebdomadaire sur lesquelles on voit soit des cas d'usage, soit les actualités de l'IA, et mon numéro de téléphone et mon adresse mail en bas de l'écran, si vous le souhaitez. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à Marine pour l'organisation et l'invitation. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je vais rester 5-10 minutes. Je serai disponible. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.